L'habitat de demain, à mi-chemin entre investissement, architecture, écologie et partage. Bonjour, merci d'être fidèle à notre rendez-vous sur cette chaîne dédiée à la liberté financière. Je suis Détélina Dutaï et aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'habitat intelligent, d'habitat pertinent, d'habitat où tout le monde se sent bien. Et pour ce rendez-vous, j'ai invité quelqu'un de très spécial. Elle est pétillante, elle est créative et surtout, elle est très intelligente. Bonjour Maëlys. Salut Détélina, waouh, merci pour cette présentation. Je me sens intelligente d'un coup. Mais oui, tu l'es. Maëlys Dern a plusieurs casquettes. Elle est architecte d'intérieur, elle est formatrice, mais aussi exploratrice dans son âme. Il y a quelques années, elle avait pris ses valises, sa famille et elle était partie faire le tour du monde à la recherche de l'habitat de demain. Merci beaucoup Maëlys d'avoir accepté mon invitation. Merci Détélina pour cette présentation. C'est hyper agréable d'être reçue comme ça par quelqu'un qui a pris le temps de se renseigner sur la personne et qui la présente de façon tapis rouge. Eh bien, on peut recommencer quand tu veux. Alors, puis-je te demander de te présenter parce que tu te connais le mieux. Ok, eh bien, je m'appelle Maëlys Dorn, tu l'as déjà dit. Je suis la fondatrice de Home comme habite et optimise mon espace. Donc, Home, c'est une école et c'est un réseau aussi de professionnels de l'habitat. Donc, on forme des architectes d'intérieur spécialistes de l'optimisation d'espace dans l'habitat particulier, avec une approche très particulière donc dans notre méthodologie de travail. On va vraiment replacer l'habitant et les cohabitants au cœur du projet. Ça va être vraiment notre obsession de comment on fait cohabiter les gens ensemble. Donc, on n'est pas sur la classique architecture d'intérieur qui est plus sur des problématiques généralement de décoration, de visuel, de tendance, mais on va être vraiment focus sur qui est l'habitant, qui sont les habitants à faire cohabiter ensemble et comment on les fait cohabiter en harmonie. Et puis, on est aussi un petit peu à part dans notre façon d'enseigner, puisque c'est des formations très axées sur la pratique directement et non pas des années de théorie. On apprend directement sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de te demander tout de suite, quelle est pour toi la conception d'un logement réussi de ton point Alors, de vue? la conception d'un logement réussi, pour moi, c'est… Alors, tu me demandes en termes d'optimisation d'espace ou de tout De tout, justement, par rapport à ta démarche engagée. Ouais. Alors, un logement réussi, bon, tu le sais, hein, pour moi, l'architecture d'intérieur pertinente, l'habitat pertinent, il est basé sur 4 piliers. Le sur-mesure, donc avec un projet qui reprend vraiment qui remet l'habitant au cœur du projet. Le durable, donc avec un projet qui prend soin de la planète et des habitants, de leur santé. Le rentable, parce que effectivement, c'est une rénovation de maison, c'est des dizaines minimum de milliers d'euros, hein, quand ce n'est pas des centaines, quand on est sur de la construction, ou voire on peut dépasser le million. Donc, il faut quand même que ce soit un investissement aussi qui soit intelligent, qui soit au service de notre vie, mais qui soit aussi pensé pour dans le temps. Si on doit revendre dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on va y retrouver nos sous? Si on doit louer, est-ce qu'on va bien louer, etc. Et puis, le dernier pilier, c'est celui du partage, avec une approche vraiment très collaborative, puisque dans notre école, dans notre réseau, dans le séminaire Home Day auquel tu as participé, l'idée, c'est vraiment cet échange de savoir-faire, de compétences qui n'a pas forcément… voilà, que moi, je n'ai pas rencontré quand je me suis lancée dans ce métier.
Et je pense qu'on apprend vraiment les uns des autres et qu'on est, voilà, on apprend toute sa vie dans ce métier. Nos clients nous apprennent beaucoup aussi. Et le partage, c'est aussi à l'intérieur même du projet. Quand une famille ou un foyer doit créer son projet, il ne faut pas que ce soit que la mère de famille ou le père de famille qui prennent en charge le projet. Il faut vraiment que toute la famille s'implique et partage ses idées. Voilà. Et après, pour répondre à la question, un habitat réussi, in fine, ça va être sur quels ingrédients. Ça, c'est vraiment les fondations que je t'ai présentées. Mais ça va être un habitat dans lequel on va circuler de façon hyper fluide, où il va y avoir une ergonomie parfaite, où tout va être évident. Pour moi, l'optimisation d'espace réussie, c'est l'optimisation d'espace qui ne se voit pas, en fait, où tout est ultra évident. Et je repensais tout à l'heure, en relisant tes questions, mes enfants, un jour, ils me disent, mais notre appartement, il est beaucoup plus grand que celui des voisins d'en dessous, en fait. Ils étaient persuadés que les voisins du dessous, mais vraiment, hein, ils m'ont soutenu, mais si, c'est beaucoup plus petit chez eux, etc. Et je dis, mais non, tous les appartements sont conçus de la même façon. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que dans la façon dont c'est agencé, tout a l'air plus grand, la cuisine a l'air plus grande, l'entrée a l'air plus grande, le salon a l'air plus grand, et pourtant, c'est juste une question de choix de mobilier, d'agencement du mobilier, d'emplacement des portes, de plein de petites choses à régler qui font qu'à la fin, tout est ultra fluide. Mais voilà, ce n'est pas des questions de choisir des meubles multifonctions, gamme place, des lits qui se remontent au plafond, etc. C'est beaucoup plus... voilà, c'est l'optimisation d'espace, c'est celle qui ne se voit pas, ouais, et qui est évidente. Ouais. Ouais. Tu as en partie répondu à ma question suivante. Notamment, dans une maison, on est plusieurs. On est souvent parents, enfants. Or, le plus important à avoir en tête pour que tout le monde cohabite en bonne intelligence et ne pas se gêner. Donc, c'est justement cette fluidité, la circulation, ouais. l'organisation. Et c'est aussi qu'il faut être très, très conscient qu'en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, dans la maison, on n'a pas les mêmes besoins. Et même en tant qu'enfant et en tant qu'enfant, en tant qu'adulte et en tant qu'adulte, on n'a pas les mêmes besoins dans un couple. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même vision du rangement, on n'a pas la même vision de l'habitat, on n'a pas les mêmes besoins. Il y en a qui vont vouloir être tranquilles, il y en a qui vont vouloir être dans l'activité. Il y en a qui vont vouloir faire du bruit, d'autres qui vont vouloir être calmes. Et comment on fait pour cohabiter ensemble et comment on fait pour comprendre les besoins de chacun? Le fait qu'on n'a pas la même taille, par exemple, entre enfants et parents, c'est quelque chose qui, depuis toujours, on se dit, c'est aux enfants de s'adapter à des cuisines, à des salles de bain, à tout le reste du mobilier qui est fait pour les adultes. Et puis, on va mettre un marchepied et puis des chaises Montessori, des trucs, des tours Montessori où ils doivent grimper, etc. Pour moi, je préfère concevoir des habitats où, ne serait-ce que sur la question de la taille, on va pouvoir se dire, oui, mon enfant mesure cette taille aujourd'hui et il va grandir tous les ans. Mais comment je fais pour concevoir en fait un habitat où il est capable en fait de grandir, de participer à la vie du foyer? Ça va être plein de petites choses. Ça peut être tout simplement où est-ce que je range mes verres? Est-ce que je les mets dans les meubles hauts ou est-ce que je les mets dans le tiroir du bas? Tu vois, par exemple, pour qu'il puisse se servir un verre d'eau tout seul. Mais ça peut être aussi des choses un petit peu plus techniques, comme si on a 2 salles de bain, une pour les parents et une pour les enfants, pourquoi est-ce qu'on met le lavabo à hauteur d'adulte? On peut très bien placer le lavabo 10-20 cm plus bas. Ça ne va pas gêner un adulte pour son utilisation. Un adulte va être capable de se pencher un petit peu plus pour se laver les mains ou se brosser les dents. Pour autant, il n'utilisera pas cette salle de bain tous les jours puisqu'il y en a une. Mais surtout, l'enfant, même s'il grandit après, je veux dire, dans 5 ans, dans 10 ans, on remonte le lavabo, quoi. C'est pas un gros problème technique, quoi. Et ça vaut vraiment le coup que l'enfant, il ait grandi à son rythme. Voilà. Et qu'il était à l'aise sans être obligé de monter sur un marchepied, de se prendre les pieds sans arrêt sur ce truc qui, quand il est mal placé, il nous fait mal aux genoux, etc. J'aime beaucoup cette idée que c'est les objets qui doivent s'adapter
aux hommes plutôt que Mm. les hommes, les habitants qui doivent s'adapter aux meubles et aux objets. Car souvent, Mm. non seulement qu'on fait cet effort, mais parfois on peut garder des meubles qui ne sont pas Mm. à nous, qui viennent de plusieurs générations, mais par attachement, par valeur sentimentale, etc. Or, on ne sait plus mettre les Mm. humains. Par contre, pour les objets, on trouve bien la place. Et ça, c'est Ouais, quelque chose qui m'a toujours un peu étonnée. ouais. Toi, tes élèves, J'ai rarement gardé du mobilier ouais. d'une maison à une autre parce que effectivement, pour moi, le mobilier doit s'adapter à la maison et aux besoins voilà, à beaucoup de Mhm. choses. Mais ouais, il y a quasiment tout qui est sur mesure chez moi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cher, hein, parce que quand on prend de l'OSB, tu vois, c'est vraiment un matériau qui est vraiment pas cher. Et c'est des fabrications qui sont très simples, hein. Tu vois, on voit encore les vis. Le sujet, c'est totalement assumé. Voilà, ça peut être un look recherché ou pas, Oui, tout à fait. mais on peut mélanger aussi des meubles anciens, des buffets bas, des choses comme ça. Il y en a aussi dans mon salon, dans mon bureau, mais les mélanger avec des choses beaucoup plus sur mesure qui vont totalement s'adapter à l'espace et aux besoins, tout simplement. C'est OK. Voilà. Pourquoi on a des bibliothèques qui font ça de profondeur alors que nos bouquins, ils font ça de profondeur, tu vois? C'est vrai. Ça nous bouffe des mètres carrés de circulation, bêtement. Mm, Voilà. mm, mm. Oui, c'est tous ces petits détails mis bout à bout qui font toute la différence. Mm. Effectivement. Ouais. Justement, tu as eu la curiosité et le courage, quelque part, de traverser plusieurs pays à la Mm. recherche d'idées innovantes, d'idées un peu futuristes, intelligentes. Est-ce que tu peux me partager les deux découvertes ou les deux créations qui t'ont le plus impressionné lors de ce Oui, périple? on a fait effectivement un tour du monde en 2017-2018 en famille. Et la thématique du coup de ce tour du monde, c'était vraiment à la recherche de l'habitat de demain. Où je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça va être l'habitat de demain? Est-ce que ça va être quelque chose de très futuriste? Est-ce que ça va être quelque chose de très écologique? Alors la réponse a été différente dans tous les pays du monde. Et je me suis rendu compte que souvent, finalement, l'habitat de demain, c'est l'habitat d'hier, hein. Le monde de demain, c'est celui qui revient à des bases, en fait, tout simplement. Voir qu'il les renforce, hein, justement, ces bases-là. Euh, il y a un concept qui m'a beaucoup plu, que j'ai découvert au Pérou, et c'était un architecte français, en fait, qui habitait au Pérou, qui appelait ça de l'architecture végétarienne. Alors, l'architecture végétarienne, qu'est-ce que c'est? C'est une architecture, pour comparer en fait avec l'alimentation, la viande dans l'architecture, c'est le béton, parce que c'est une D'accord. ressource qui épuise nos sols, qui épuise en fait notre terre, nos réserves de sable et d'eau. Et, en fait, le sable, il faut savoir que c'est une ressource qui est non renouvelable et qui est en train de s'épuiser complètement, et on continue encore de faire du béton et du béton. Voilà. Donc, c'est donc des maisons qui ne pourraient pas être fabriquées forcément en France, mais au Pérou, ils utilisent quelque chose qu'ils ont sur place, du bambou. Et donc, ils font des maisons comme ça, en bambou, qui sont hyper solides et qui sont durables, et qui, si un jour elles doivent pourrir, elles pourriront, tu vois, et c'est pas grave. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son concept, c'est que la construction d'une maison, il parlait de maison passive en disant qu'il n'existe pas de maison passive parce que il y a un biais en fait de considération. C'est qu'une maison passive, on va regarder si elle est passive au niveau de sa consommation une fois qu'elle est construite, mais souvent sa construction en elle-même épuise énormément de ressources écologiques, de ressources énergétiques. Donc, par exemple, les panneaux solaires, c'est quelque chose qui, a priori, voilà, effectivement, in fine, ça nous produit de l'électricité. Mais en amont, ça va demander des matériaux rares, et en aval, ça va être quelque chose de difficilement recyclable. Voilà, donc c'est ces choses comme ça. Après, c'est des concepts qui doivent être pris en compte dans la géographie, en fait, Mm. dans le climat, dans plein de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler de regarder, en fait, le climat, la géographie, le local, en fait,
qu'est-ce qu'on a en local qu'on peut utiliser et de regarder en fait, tout simplement comment les anciens faisaient, quoi. Bon, moi qui suis en train de construire, il y a un projet de construction au Pays Basque. Les maisons très anciennes, c'était de la pierre. Bon, la pierre aujourd'hui, c'est hors de prix et il n'y a plus forcément autant de pierres et de carrières qu'il y avait à l'époque. Mais on peut regarder effectivement sur une structure bois, sur du béton chanvre, sur est-ce qu'il y a du chanvre au Pays Basque ou est-ce qu'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a du maïs qu'on peut utiliser pour aussi faire des matériaux de construction ou d'isolation ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment regarder aussi au niveau de la ressource locale. Puis, j'avais envie de te partager autre chose aussi. Alors, pas futuriste, parce que là, oui, j'ai vu plein de trucs futuristes au Japon ou à Hong Kong, mais finalement, ça ne m'a pas tant impressionné que ça parce que c'était du non-sens pour moi. Voilà, beaucoup de plastique, de LED bleu, de choses comme ça, de climatisation, de choses dont on peut se passer finalement. Voilà. Des automatisations, des machins, des trucs à piles. Bon, la robotique, la voilà, de la robotique. omniprésente. Voilà. Moi, j'aime bien que ma maison, elle puisse. Voilà, si demain il n'y a plus d'électricité, je peux quand même sortir, je peux ouvrir mes volets, je peux. Voilà. Il y a quelque chose qui m'avait marqué en Asie, alors que j'étais en train de marcher dans la rue. J'ai vu un petit enfant qui marchait à peine et qui, voilà, c'est une famille qui vivait dans la rue. Et ce petit enfant qui était haut comme 3 pommes, qui marchait à peine, il faisait sa lessive dans une bassine. Et ça m'a vraiment frappée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une question d'éducation aussi. Tu vois, la participation des enfants aux tâches ménagères. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de l'histoire du verre d'eau, qu'il faut le placer à hauteur d'enfant. Mais en fait, toute la maison, si on veut éviter la charge mentale qui repose souvent sur les épaules de la mère de famille, et ben, toute la maison, y compris le bac à linge sale, la machine à laver, le sèche-linge, tout ça, doit être pensé aussi pour que les enfants puissent participer. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, je me suis bagarrée pour que mon lave-linge et mon sèche-linge, parce que j'ai un péché écologique, c'est que j'utilise un sèche-linge, mais avec pompe à chaleur intégrée. Et effectivement, je me suis bagarrée pour ne pas les avoir en colonne, mais pour les avoir l'un à côté de l'autre, pour que mes enfants puissent l'utiliser. Et voilà, c'est comme l'histoire de mettre le lave-vaisselle plus haut pour moins se casser le dos. Ben, moi, je suis contre parce que j'ai envie que mes enfants vident le lave-vaisselle, tout simplement, quoi. Voilà. Et c'était de ça dont j'avais envie de te parler, en fait. C'est cette prise de conscience d'un coup que, ben, en fait, on ne pense pas assez à... on a peut-être tendance à trop materner aussi nos enfants et à faire à leur place, alors que dans notre rôle en tant que parents, c'est de les éduquer à devenir des adultes autonomes, quoi. Et ça ne s'apprend pas à partir de 18 ans. Ça. Oui. Oui, ce sont des habitudes à prendre avec le temps, petit à Ouais. petit. Dès la maison. Exactement, exactement. Toi, tu as fait pas mal de choix audacieux dans ta vie. Il y a Pas peu mal qui voulaient de choix audacieux, Ah ouais. je trouve. Voilà, c'est quelqu'un vraiment de créatif, d'engagé et qui va jusqu'au bout surtout de ses idées. Donc, tu as, il y a quelques années, fait un petit peu pas reconversion professionnelle, mais pris un autre tournant. C'est-à-dire que ton métier, tu l'as mis sur un plateau beaucoup plus large, beaucoup plus innovant sur Internet. Et puis, tu as pris le pari de former beaucoup d'autres personnes qui sont peut-être en recherche d'une autre mission, de plus d'inspiration, de plus de sens dans leur vie. Donc, il y a celles qui ont la problématique d'un projet, d'une construction, d'aménagement d'une maison. Il y a aussi ceux pour qui ça peut devenir vraiment une nouvelle voie professionnelle. Est-ce que tu peux me dire un peu plus de ta Oui, notre part? effectivement, on ne forme que des personnes en reconversion. C'est-à-dire que des personnes qui ont
15 ans, 16 ans, 18 ans et qui veulent se former à l'architecture d'intérieur, je ne leur conseille pas de suivre mon programme parce que mon programme va vraiment droit à la pratique. C'est vraiment un raccourci, mais ça demande une maturité, une expérience qu'on a déjà eue. Et moi, pour moi, la reconversion dans ce métier-là, c'était vraiment un cadeau, c'est une richesse parce qu'on va pouvoir utiliser toutes nos expériences passées pour les mettre au service de nos clients, de la compréhension de nos clients. C'est-à-dire que quand on a vécu dans différentes maisons, quand on a vécu une vie de parents, une vie de conjoint, une vie de divorcé, une vie de salarié, une vie de quelqu'un qui a fallu supporter son travail, quelqu'un qui a eu des difficultés à vivre à la maison, quelqu'un qui a eu des problèmes de plomberie, quelqu'un qui a eu des problèmes dans son projet de construction, quelqu'un qui a acheté, quelqu'un qui a vendu une maison, etc. Tous ces problématiques-là, tu ne les as pas quand tu as 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, mais tout ça, c'est une vraie richesse quand tu as, même à partir de 23 ans, je dirais, parce que les plus jeunes ont 23 ans et ils sont déjà en reconversion, mais quand tu as déjà plutôt 30, 40, 50 ans, c'est une vraie richesse de vie qu'on va comprendre comment on peut les mettre en fait au service de nos clients et d'un habitat en fait qui soit beaucoup plus au service de l'habitant parce qu'on connaît l'humain en fait. On sait ce que c'est que d'être un humain, un habitant, un cohabitant, pas uniquement l'habitant de la maison des parents, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'était ce que tu as demandé Oui, tout à comme, fait, tout à fait. Tout comme à fait. réponse. Et où est-ce que notre public peut te trouver? Sur ton site, tout d'abord. Sûrement sur le site optimisemonespace.com, puisque c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé à écrire ma vision de l'habitat sur ce blog-là en 2015. Et puis en 2017, quand on m'a demandé de créer une formation pour transmettre toute ma méthodologie, eh bien, du coup, j'ai rajouté un H à home. C'était le H de l'habitant, voilà, qui fait que home, ben, c'est la maison, c'est le foyer. C'est un mot qui n'existe pas en France parce que la maison, en français, on dit house et home de la même façon, on utilise la maison. Mais la maison qu'on travaille, nous, c'est vraiment le home. C'est ce qui fait l'intérieur, c'est ce qui fait la vie en fait à l'intérieur de la maison. C'est pas les murs porteurs et le toit. Voilà. Et puis, donc sur optimisemonespace.com, tout simplement, c'est la meilleure façon de le trouver, ou sur la chaîne YouTube Optimise mon espace. Super. Merci beaucoup pour cette analyse en profondeur de l'habitat et de cet engagement provisionnaire aussi, à tirer le meilleur parti de notre espace, mais aussi de notre cohabitation avec les autres, et puis aussi de notre engagement quelque part envers la planète, envers cette terre qui nous a vu naître, et qu'on se doit de transmettre à nos enfants en bon état, dans la mesure du possible. Ouais, clairement. Merci beaucoup, Merci Maëlys. beaucoup, C'était un Détélina. vrai plaisir. Très Merci à bientôt. vous d'être toujours avec nous à ce moment de l'interview. J'espère qu'elle vous a inspiré, j'espère qu'elle vous a donné quelques déclics, quelques étincelles dans les yeux, parce que effectivement, Maëlys, ce n'est pas qu'une architecte d'intérieur, elle va beaucoup plus en profondeur, elle va beaucoup plus loin et un petit peu éveille des consciences. Alors, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de le faire, de télécharger également mon bonus Créer un bien d'exception. Et puis, j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau rendez-vous sur cette même chaîne. À bientôt. Bye bye. À bientôt.